3, 2, 1... Salut la team, comment ça va en ce samedi? De mon côté, je dois dire que le break a fait du bien à mon sommeil, un petit peu. Je repars à 100%. Ouais, je suis en pleine forme, mais vu qu'on n'est pas là pour faire un bilan de santé, on va tout de suite enchaîner. Si vous êtes fidèle à la chaîne, vous avez dû en entendre parler récemment. C'est la dernière vidéo où je vous en parle là avant un petit moment, mais actuellement, je suis ambassadeur pour NBA Europe. C'est trop cool, je suis trop fier et forcément, j'ai envie que ça dure. Alors pour ça, faut que je vous parle du League Pass, encore une fois, mais surtout du méga bon plan qui vient de sortir. On va faire vite mais efficace. En ce moment, pour 54,99€ seulement, vous avez accès au League Pass annuel en cliquant sur mon lien que vous trouverez dans la description. Vu qu'il reste 5 mois de compétition, avec les playoffs, ça fait une moyenne de 11€ par mois, c'est juste hallucinant. Pour comparer, ça vous permet d'avoir un contenu 100% NBA bien moins cher que la plupart des chaînes sportives ou encore que les plateformes de streaming. L'offre est giga bien et à ce jour, on ne sait pas jusqu'à quand elle va durer, donc faites-vous plaisir, faites-moi plaisir, go cliquer sur mon lien et go kiffer. That's incredible. That's amazing. Mais bref, même si la promo est sacrément cool, si vous êtes là, c'est pas pour faire votre marché, et surtout pour partir avec moi en mode coast to coast. Aujourd'hui, vous l'avez vu si vous avez cliqué sur cette vidéo, j'ai envie de parler de Luka Doncic. Le Slovène, depuis 2 ou 3 saisons, on en parle comme l'élu, et la liste descend, d'ici 25 ans lui tend carrément les bras. Sauf que pour être l'élu, faut viser plus haut que la liste descend, faut viser l'élite, faut viser la crème de la crème. Et là, que s'est-il passé? Pour la première fois en 3 ans, Luka Doncic n'a pas été élu starter pour le All-Star Game. En début de saison, même si c'est de plus en plus le cas, plus personne n'évoquait son nom potentiel dans la course au MVP. Bah alors Luka, y a un problème ou quoi? Eh bien c'est ce qu'on va analyser aujourd'hui. Alors on ne perd pas plus de temps et c'est parti. Luka Doncic est-il vraiment l'élu? Pour commencer, vous me connaissez, afin d'avoir un max d'infos, je vais analyser son parcours à Luka, à commencer par l'Europe. Né en Slovénie d'un père basketteur et d'une mère qui tenait un salon de beauté, le gamin aurait touché son premier ballon de basket à 7 mois alors qu'il ne savait pas encore marcher, passant de longs moments à envoyer sa balle dans le panier miniature suspendu chez lui, même pas à 1 mètre de haut. Quelques années plus tard, à seulement 7 ans, il pratiquait déjà le basket en club, de manière plus organisée. Mais régulièrement opposé à des adversaires plus âgés, plus grands et plus costauds, Luka a vite dû trouver ses propres moyens pour briller. Très influencé par le basketteur grec Vassilis Spanoulis, très vite devenu son joueur préféré, il a comme son modèle développé ses dribbles, ses feintes, ses passes et plus globalement sa malice et son QI basket, des aspects aujourd'hui flagrants dans la façon de jouer du Slovène. Tout ça c'est super intéressant d'appréhender le basket en commençant par maîtriser les fondamentaux, et la progression du jeune joueur, c'est logique et flagrante. À 12 ans, il remporte même, sous le maillot de l'Olympia Ljubljana, le trophée de MVP d'un tournoi européen U14 à Budapest. Alors qu'il vient à peine de rentrer dans l'âge de l'adolescence et que son pic de croissance est loin d'être atteint, le gamin domine. Partout, sur l'intégralité du vieux continent, les recruteurs qui l'observent salivent. Voilà comment, à peine 13 ans, il prend la direction d'un des plus gros clubs européens, le Real Madrid. On est pas mal là en termes de précocité. Surtout que là-bas, il explose d'abord tout dans l'équipe U15, tournant à plus de 24 points par match, gagnant des trophées de MVP dans tous les tournois auxquels il participe et intégrant même très rapidement l'équipe réserve des U18, dans laquelle il se fait également remarquer au milieu de joueurs bien plus âgés que lui encore une fois. Voici comment à tout juste 16 ans, il intègre le groupe pro pour faire partie des plus jeunes joueurs de l'histoire de la Liga ACB. Si la première année, son temps de jeu reste faible, sa place devient essentielle la saison suivante. Il a même l'occasion de jouer face aux Celtics dans un match de pré-saison, tout en faisant en parallèle ses grands débuts en Euroleague. Luka Doncic est définitivement un prodige. Encore une fois, la progression est constante, et à Madrid, la 3e année est celle de l'explosion. Après un nouveau match de pré-saison face au Thunder, cette fois-ci, il poste un gros double-double à 23 points et 11 rebonds en championnat, et connaît même des moments de brillance en Euroleague où à 3 reprises il est élu MVP de la journée. Peu à peu, le gamin devient un joueur hyper référencé, en Espagne bien sûr, mais aussi dans toute l'Europe, voire même dans le monde entier. Fort de son immense polyvalence offensive, de sa capacité de marquer aux 3 niveaux, mais aussi de sa vista et de sa vision de jeu incroyable, il gagne son surnom de Magic Luka avant de mener le Real jusqu'au titre de l'Euroleague en 2018, dont il finira MVP du Final Four. Tout ça à peine 19 ans, on va la faire courte, c'est un truc de grand malade. Et 19 ans, ce n'est pas un âge qui vous parle? Bien sûr que si, c'est l'âge minimum d'éligibilité à la draft NBA. Comparé à des joueurs comme Paul Pierce, Joe Johnson, Ben Simmons et même LeBron James, le Slovène est promis à un énorme avenir dans la grande ligue. Cependant, alors que beaucoup le considéraient comme la future sensation, il n'est finalement choisi qu'à la 3e position de la draft par les Hawks avant d'être transféré dans la foulée vers les Mavericks en échange de Trae Young, un autre génie en devenir. Mais peu importe, 1er ou 3e de la draft, c'est comme ça, c'est pas le plus important, parce qu'il est l'heure de faire ses premiers pas dans la ligue considérée comme la meilleure du monde. Et sous le maillot de l'équipe de Dallas, très vite, il donne des regrets à ceux qui n'avaient pas voulu le sélectionner plus haut, sûrement trop craintifs de son manque de qualité athlétique. Avec des stats de 21-8-6, 8 triple-doubles et une pointe à 35 points, il est élu rookie
Rookie de l'année 2019, il échoue même à quelques votes seulement d'une première sélection au All-Star Game en carrière. Là, et c'est normal, l'intégralité de la sphère basket s'enthousiasme à son propos. Même si cette année-là Dallas n'a pas fait les playoffs, le gamin a marqué les esprits, c'est le moins que l'on puisse dire. Sa façon de jouer parle à beaucoup, Luka sait tout faire, il pue le basket, il crée le chaos dans toutes les défenses et malgré une vitesse plutôt lente, son côté magicien ébahit la planète entière. Non seulement il est déjà un phénomène, mais en plus de ça, son potentiel est complètement dément. Ses progrès se dévoilent d'ailleurs sans aucun bégaiement possible dans les 2 saisons qui suivent. Il enchaîne les triples-doubles, gagne une place de starter au All-Star Game dès sa saison sophomore et porte à 2 reprises les Mavericks jusqu'aux playoffs tout en terminant coup sur coup top 5 puis top 6 dans les votes du MVP en fin de campagne. Franchement, j'essaye de faire vite concernant le parcours de Luka, mais même en ne faisant que survoler ses principaux accomplissements, c'est impossible d'être concis vu combien il en a. Et là encore, je ne vous ai même pas parlé de tous les records de précocité qu'il a battus. Alors bien sûr, après, en playoff, à chaque fois, il a perdu au premier tour, à chaque fois face aux Clippers. Mais quand on voit les soucis qu'il a posés à Tyronn Lue en faisant en sorte constamment d'attaquer les points faibles des Clips, notamment Ivica Zubac, et qu'en 2021 la série est allée jusqu'au match 7, difficile en vrai de lui reprocher quoi que ce soit. Le mec a tourné à 36 points de moyenne dans cette série et plus de 10 passes, c'est juste insane. That's insane. Alors bien sûr, des points dans lesquels il doit progresser, il en a, mais quand on sait qu'il ne fêtera que ses 23 ans lundi, là c'est plutôt logique à son âge. Et bien évidemment, tous ces points faudrait être complets, on les abordera tout à l'heure. On attendra de lui aussi là, rapidement, qu'il puisse remporter sa première série de playoffs en carrière. Pour la saison en cours, là, la saison 2021-2022, c'est la progression logique. Mais avant d'étudier toutes ses forces et tous ses points à travailler en profondeur, j'aimerais bien faire un petit point tout de même sur ses performances en équipe nationale slovène. Mais là on va faire vite, je ne vais même pas parler des équipes jeunes, ça n'aurait pas de sens, le gamin là-bas a juste tout dominé. Alors rendez-vous à l'Eurobasket 2017 où avec son pote Goran Dragic, il a à la grande surprise de beaucoup remporté le titre pour sa première compétition d'envergure avec les seniors, avant de terminer dans le meilleur 5 du tournoi malgré une blessure à la cheville qui l'a handicapé en finale. Et puis son autre fait d'armes avec l'équipe nationale a évidemment eu lieu l'été dernier, lors des Jeux Olympiques de Tokyo. L'équipe slovène est passée à 1 contre près de Nico Batum de disputer la finale face aux US, menée par un Luka auteur d'un énorme triple-double à 18 passes après avoir planté 48 points rien que ça lors du match d'ouverture des Jeux. Encore une fois, il fut élu dans le 5 de la compétition et cette défaite en demi, là, face à la France, représente encore à ce jour la seule défaite de toute la carrière de Luka en équipe nationale slovène senior. Donc on va y aller et ce qu'il faut retenir, pour faire simple, c'est que partout où il passe, Luka explose tout. Du coup, revenons à notre saison 2021-2022, celle qui se joue là en ce moment, et le moins que l'on puisse dire c'est que ça a plutôt mal commencé. Sur les 6 premiers matchs, sa moyenne tombe à 22 points, et l'adresse n'est pas au rendez-vous. Le problème c'est que tout passe tellement par lui à Dallas que l'équipe peine à obtenir des wins de façon régulière. Kristaps Porzingis a beau retrouver un peu de sa santé et de son talent, ça ne suffit pas. Les 2 premiers mois du Slovène, collectivement ou individuellement, sont plutôt tumultueux, surtout qu'une blessure à la cheville vient interrompre son parcours. Bon après, on ne va pas lui enlever, il a connu quelques moments de brillance quand même, notamment face à des grosses équipes. Luka était toujours aussi magique. Toujours très complet, toujours très clutch également, évidemment que même malgré ses difficultés, il faisait toujours partie des meilleurs joueurs de la ligue. Ceci dit, son manque de régularité et sa condition physique questionnable inquiétaient un petit peu. Si on ajoute à ça le fait qu'avec Jason Kidd, il fallait s'adapter à un nouveau coach et qu'en parallèle, l'attaque des Mavericks, centrée autour d'un Doncic qui ne se concentrait que sur l'ISO, les step-back et encore l'ISO devenaient prévisibles, certains doutes commençaient à planer du côté du Texas. Perso, jamais je ne serais allé jusque-là, mais on a commencé à entendre des trucs durs, très très durs même. Pour certains haters, Luka devenait avant tout un gars qui jouait essentiellement pour ses stats, enchaînant les triples-doubles à la manière d'un Westbrook sans que ça ait aucun impact régulier ou significatif sur la win. Bon, je peux comprendre un petit peu ce qu'ils ont voulu souligner, mais je dois le dire, je suis obligé de le préciser, il y a du gros abus surtout là-dedans. Et si je ne suis pas d'accord, c'est que même si en tant que pro, il a déjà une sacrée expérience, il n'a, on le rappelle, toujours pas soufflé sa 23e bougie. Par contre, petit point positif, ce qui m'a plu à Dallas, c'est que pendant la blessure de Luka, les Mavs ont appris à jouer autrement, même si ça a pris du temps. Bien sûr, gagner régulièrement devenait chaud, mais peu importe, car à son retour, l'équipe texane a ensuite enchaîné 9 succès en 10 rencontres. Et si durant cette série, le Slovène a été très polyvalent, il fut bien aidé par ses coéquipiers, Jalen Brunson et Kristaps Porzingis les premiers. Ça tombait plutôt bien parce que pendant cette période, lors de laquelle Luka se remettait, il shootait vraiment mal, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il lui a fallu un petit temps avant de retrouver ses sensations. C'était dur, je n'avais pas fait de 5 contre 5,
5 depuis genre 4 semaines. Ça faisait bizarre, mais je suis juste très content d'être de retour. J'avais les poumons en feu, ça va revenir doucement. Quand je shootais, c'était bizarre, je ne savais pas si ça allait rentrer ou pas. Sur un de mes shoots, je le sentais super bien, je me suis dit que ça allait rentrer, et c'était un airball. Aïe, tout ça, ça montre sa maladresse, et pourtant, je le répète, l'équipe n'a cessé de gagner. Pourquoi? Parce que Luka a encore plus impliqué ses potes en enchaînant les triples-doubles. Il a fait confiance à ses coéquipiers, et ceux-ci lui ont extrêmement bien rendu. C'est super intéressant. Bon, depuis Kristaps Porzingis c'est parti, Davis Bertans et Spencer Dinwiddie sont arrivés, et Luka Doncic, lui, individuellement, a retrouvé son niveau dantesque. Mieux encore, il s'est mis à s'investir beaucoup plus en défense que ce que je ne l'avais vu faire jusqu'ici. Et là, on peut se demander, est-ce que cette blessure n'aurait pas joué le rôle d'électrochoc, en permettant à cette équipe des Mavs de gagner en cohésion et de jouer beaucoup plus en équipe? Ça se peut, mais tous ces aspects-là, vous inquiétez pas, on les évoquera plus tard, quand on abordera son jeu. Surtout qu'après, bon, vous commencez à connaître Luka, et son petit coup de mou n'a pas duré longtemps. Depuis le début du mois de janvier, il joue juste son meilleur basket depuis le début de la saison. Sur les 10 matchs qui ont précédé le All-Star Break, ses chiffres ont tout simplement atteint des sommets. 35 points, 10 rebonds, 10 passes, 49% au tir et 43% à 3 points pour aider les Mavs à poursuivre leur remontée fantastique et s'afficher actuellement à la 5e place de la conférence Ouest. Oui, on peut le dire, et pas qu'un peu, il a su remettre les pendules à l'heure. Logiquement élu MVP de la semaine précédant le All-Star dans la conférence Ouest, il a, je pense, levé beaucoup de doutes. J'aime le fait qu'avec un Jalen Brunson plus tranchant que jamais et un Spencer Dinwiddie tout juste arrivé, il puisse avoir un peu de relais à la création. Davis Bertans, lui écarte complètement le jeu, vu qu'il passe sa vie au périmètre. Si au départ les moves des Mavs à la deadline me questionnaient un petit peu, ils prennent désormais tout leur sens, et tant pis pour Kristaps Porzingis. Là, Luka a pu participer au All-Star Game, bien sûr, et peu à peu il remonte logiquement dans la course au MVP, c'est mérité. Le joueur sera quasi sans aucun doute Hall of Famer en fin de carrière, et je pourrais presque mettre ma main à couper concernant le pari qu'il marquera son époque, mais là n'est pas la question. Aujourd'hui, on se demande si Luka est l'élu, celui qui dominera la NBA de la tête et des épaules. Bien sûr, plein de voyants sont au vert, mais d'autres questionnent un petit peu plus, comme son irrégularité de début de saison par exemple. Cela lui a valu pour la première fois en 3 ans de ne pas être starter pour le All-Star Game, et si ça peut paraître un détail, je trouve que ça a tout de même du sens. Alors a-t-on vu Luka trop vite? Faut-il s'inquiéter? Ou alors n'a-t-il juste rencontré qu'un gravier sur son parcours vers les étoiles? Eh bien nous allons tenter de répondre à ça en étudiant ses qualités principales, à commencer par le scoring. Et là tout de suite, je sens que je vais me faire taper sur les doigts parce que je vais commencer par casser un mythe. Non, Luka Doncic n'est pas un shooter d'élite comme je l'entends parfois, et le tir ne fait pas partie de ses spécialités. Bon, maintenant je vais m'expliquer, alors attendez encore un tout petit peu avant de me balancer des tomates. Clairement, au niveau des tirs, le Slovène sait tout faire, même les choses les plus difficiles. Capable de mettre des step back ultra compliqués à très longue distance, ses capacités sont démentes. Il maîtrise tous les gestes du basketball, possède d'excellents appuis, peut créer la séparation, et il peut faire preuve d'un sang-froid capable de réveiller les morts. Donc oui, dans l'exécution, Luka est élite, mais dans l'efficacité, pas du tout. L'arrière n'est pas forcément un joueur très adroit, ses pourcentages sont corrects, avec une réussite globale à 3 points de 33% par exemple. Alors après, on pourrait dire que c'est qu'il prend beaucoup de shoots difficiles, ce qui est vrai, et que les défenses se concentrent énormément sur lui, ce qui est vrai aussi. Cependant, dans les situations de catch and shoot, lors desquelles il est complètement ouvert, ses pourcentages n'augmentent absolument pas, au contraire même. Son adresse assez bof de 73% au lancer franc, un bon indicateur, confirme d'ailleurs tout à fait cette impression. Alors en gros, pour ce qui est de l'efficacité au tir, Doncic se situe juste dans la moyenne basse même. Je pourrais en faire encore plus à ce sujet, mais si vous voulez plus de détails, je vous invite à écouter l'excellent épisode du Basket Lab à ce sujet. Ça vous dévoilera absolument tout sur Doncic et son shoot, ça a été fait en début de saison et je vous mets le lien dans la description. Mais en fait, moi, si je résume de façon grossière, je dirais qu'il possède un petit peu le syndrome du gars qui met plus facilement les shoots compliqués que les shoots ouverts. Je suis plus confiant sur mes step back défendus que sur tous mes autres tirs à 3 points. Je ne comprends pas, ces shoots rentrent et mes shoots normaux ne rentrent pas. Je dois bosser sur les shoots normaux. Et oui, tout ça c'est réel, mais maintenant, est-ce que ça veut dire que Luka Doncic n'est pas un crack du scoring? Absolument pas. Comme on l'a déjà dit, le gamin peut quand même tout faire sur le terrain, et ce qu'il maîtrise ou ce qu'il maîtrise un petit peu moins bien, il en est parfaitement conscient. Et pour ce qui est de profiter des faiblesses des défenses, placer un drive grâce à ses appuis et à ses feintes notamment, c'est juste un génie. Le mec voit tout, analyse tout, et la moindre faille sera instantanément détectée. Si un maillon semble plus faible dans l'équipe adverse, Luka sera appelé le bon pick pour forcer les défenses à switcher et attaquer vraiment le match-up qu'il voulait. Dans ces moments-là, il joue le 1 contre 1 et il sanctionne. Parlez-en, je le répète, aux Clippers et plus particulièrement à Tyronn Lue et Ivica Zubac. En ISO ou en tant que porteur de balle sur pick and roll, il est juste l'un des meilleurs joueurs de la ligue.
Puis sur les drives, parmi ceux qui en tentent plus de 8 par match cette saison en NBA, il est juste le plus adroit, tout ça sans être le plus vif, ni le plus athlétique, c'est un truc assez dingue. Il n'a également vraiment pas peur du contact et apparaît dans le top 6 des joueurs qui passent le plus de temps sur la ligne des lancers francs. Au final, même s'il n'est pas un tireur élite sur la ligne de réparation, ça lui offre quand même des points faciles. Du coup, ok, Luka Doncic n'est pas le meilleur shooter du monde, mais on s'en fout complètement, parce qu'il compense vraiment autrement. Sa science du jeu lui permet réellement de faire partie des scoreurs d'élite, et même de la crème, j'ai envie de dire. À son rythme, à sa manière, il est capable de semer le chaos et de déséquilibrer toutes les défenses, sans exception. Et justement, sa science du jeu, évoquons-la, car elle ne lui permet pas que de scorer, bien évidemment. Mais avant de développer ça, j'ai une question à vous poser, êtes-vous bien abonné à cette chaîne? Si ce n'est pas le cas, c'est le moment, on met pause pendant quelques instants et on va cliquer sur ce foutu bouton rouge. Quand j'ai lancé la chaîne il y a 3 ans, je me disais qu'atteindre les 5000 abonnés un jour, ce serait vraiment cool. Et là, on pourrait atteindre 10 fois plus, 50 000, il y a vraiment moyen. Si tous les gens qui regardent les vidéos sans être abonnés, vous êtes nombreux d'ailleurs, je vous félicite pas, le faisiez, on y serait déjà, c'est un truc de ouf. Donc let's go la team, c'est le moment, aidez-moi à faire décoller la fusée et à toucher les étoiles. Mais bref, revenons à Luka, et s'il est l'un des joueurs les plus polyvalents de la ligue actuellement, c'est qu'il maîtrise tous les aspects du jeu du basketball et en maîtrise tous les fondamentaux. A votre avis, s'il réalise autant de triple-double, c'est grâce à quoi? Eh bien c'est simple, c'est qu'il analyse absolument tout ce qui se passe sur un parquet. Ça lui permet de toujours se placer au bon endroit au bon moment, et encore une fois, de prendre des brouettes de rebond malgré son manque d'explosivité. En parallèle, sur le terrain, il est un vrai chef d'orchestre qui pourra trouver ses coéquipiers pile dans le bon timing et multiplier les passes décisives. En tête de raquette, avec sa capacité à voir qui est ouvert, il est un super quarterback. Même quand il a le sentiment qu'il aurait pu mettre quelques paniers de plus, il reste agressif et fait de très bons matchs en trouvant les gars ouverts. Il regarde le panier quand il a l'opportunité de marquer, mais connaît aussi les placements de tous les autres. Ça lui permet de réaliser constamment des performances incroyables. Voir qu'en à peine 3 saisons et demie, il a déjà réalisé 45 triple-doubles dans son profil atypique vient tout à fait confirmer ça. Dans l'histoire de la NBA, c'est dire, seul Oscar Robertson a atteint cette marque plus rapidement que Magic Luka. Son talent est générationnel grâce à un QI basket légendaire, et en plus de ça, il est un compétiteur né, avec une clutchitude hors norme. Plus les matchs sont importants, et plus Doncic semble pouvoir élever son niveau. Ça on l'a vu à maintes reprises, que ce soit lors des playoffs à chaque fois, ou à chacune de ses apparitions avec l'équipe nationale slovène. Quand ça compte, il prend le contrôle du match, joue avec les défenses, met de gros shoots, et continue à trouver ses coéquipiers démarqués. À coups de dribble et de changement de direction dont il a le secret, Luka, même quand il semble manquer d'endurance avec son visage qui rougit, peut devenir intenable. Cette saison par exemple, c'est sa fin de match face aux Celtics qui m'a le plus marqué. Sans trembler, il a tenté un step back hyper compliqué qui a fini par traverser le filet pour donner la victoire aux Mavs. Jason Kidd, comme tout le monde en fait, est resté bouche bée à ce moment-là, et le talent de sa pépite dans les moments décisifs lui a rappelé le nom d'un joueur bien connu dans le Texas, Dirk Nowitzki. J'ai déjà joué avec un joueur comme ça ici. Tout le monde savait que le ballon allait arriver dans les mains du 41 en fin de match, et il faisait ce qu'il fallait. Là, tout le monde savait que le ballon allait arriver dans les mains du 77, et lui aussi a fait ce qu'il fallait. Il adore ces moments, ses coéquipiers le savent très bien. L'équipe adverse aussi savait que le ballon parviendrait à Luka, mais ils n'ont rien pu faire. Dans les 5 dernières minutes des matchs serrés, il a pris l'habitude d'augmenter tous ses chiffres, notamment au niveau des points et des passes. Il est également l'un des joueurs NBA qui se retrouve le plus souvent avec la balle dans les mains lors des situations décisives. Et même si bien sûr ça ne rentre pas à chaque fois, loin de là, il a au moins le mérite d'assumer constamment, mais constamment, toutes ses responsabilités. Le mec de toute façon, ça se voit sur son visage et son attitude. Il adore ces moments, il adore ce contexte de tension. Regardez un match important et ce sera flagrant. Il se transcende, il serre les dents, il serre les poings et passe encore au niveau supérieur, en mode Super Saiyan. De son coach Jason Kidd à Dirk Nowitzki, en passant par Greg Popovich ou LeBron James même, il a déjà convaincu tout le monde. Même Michael Jordan est venu lui faire un hug et lui glisser quelques petits mots lors du All-Star Game, c'est dire. Son QI basket, sa clutchitude, son mental et son agressivité font l'unanimité parmi les joueurs et les coachs, qu'ils soient actuels ou des légendes du passé. Tout ça, on va aller droit au but, c'est la marque des plus grands, la marque des élus. Mais maintenant, après tout ce saussage, vous imaginez bien que je vais essayer de contrebalancer un minimum, histoire d'équilibrer un peu tout ça. Évidemment qu'à bientôt 23 ans, Luka Doncic doit encore faire des progrès afin de devenir ce fameux élu. Et le premier point que j'aimerais aborder parmi tout ça, c'est la Luka dépendance. Depuis des années, on entend dire qu'à Dallas, le jeune prodige slovène n'est pas assez bien entouré, ce que je peux entendre. Cependant, est-ce si facile que ça d'entourer Luka Doncic? Eh bien, je ne suis pas sûr, je vous explique. Au vu de son jeu ball dominant axé sur les pénétrations, à mon avis, la meilleure solution semble de l'entourer du maximum de shooters à 3 points, ce qui a toujours été fait chez les Mavs. Entre Tim Hardaway Jr., Kristaps Porzingis ou Davis Bertans, maintenant, des shooters, il en a eu, il en a toujours eu et il en a encore. Cela permet au jeune prodige d'avoir encore plus d'espace pour attaquer la peinture autant que faire se peut. En parallèle, en fixant les défenses, il peut voir les joueurs démarqués et ceux qui cut, afin d'augmenter encore et encore son nombre de caviar par match. Pour aller plus loin, autour de Luka, ajouter quelques porteurs de balles comme
c'est le cas cette saison, n'est pas non plus du luxe. Ça lui permet de souffler et de ne pas avoir à carry tout le jeu offensif de Dallas pendant tout le match, tout en permettant que l'attaque devienne moins prévisible. Il est bien difficile, dans un sport collectif, de remporter des rencontres tout seul, et encore plus des titres, c'est évident. Alors ok, je veux bien entendre qu'il est mal entouré, mais le truc qui me questionne un peu, c'est que les profils que j'évoquais là juste avant, des shooters et des ball handlers, il semble quand même en avoir autour de lui. Bien sûr, un peu de défense intérieure ferait du bien, mais à mon sens, l'équipe est quand même construite de manière intelligente avec Luka Doncic. Ce n'est pas une super team, loin de là, mais c'est une équipe qui a fait en sorte de constamment recruter les meilleures pièces possibles pour faire briller au maximum sa superstar. Le meneur slovène porte un poids énorme puisque tout ou presque passe par lui dans le jeu de Dallas, mais il le veut bien. Conséquence directe, il est le deuxième joueur NBA qui perd le plus de ballons derrière James Harden. Du coup c'est vrai, je l'entends beaucoup. Pour corriger ça, Luka serait le genre de joueur qui mérite d'avoir une deuxième star à ses côtés, mais est-ce si simple? Bien sûr qu'il possède une super vision de jeu et une vraie qualité de passe, mais le souci, en tout cas la question que je me pose, c'est est-il vraiment prêt à déléguer? Même quand il lâche la balle, il conserve la gonfle bien souvent de longues secondes avant de s'en séparer. C'est son jeu de toute façon, il dribble, attire les défenses, les fixe et distribue à ses potes qui pour le coup deviennent ouverts. Il n'est pas un joueur qui permet une grosse circulation de balles jusque-là, et son usage est là pour le démontrer. En NBA à ce jour, seul Joel Embiid, et c'est assez étonnant de voir un pivot ici, porte plus la balle que lui. Mais le truc qui me dérange, c'est un bien grand mot, c'est qu'en parallèle, Luka n'est pas un joueur qui sait évoluer sans le ballon. Comme on l'a dit déjà, sur les situations de catch and shoot, il n'est pas bon, il ne tire qu'à 30% de réussite. En parallèle, sur les cuts, il ne score que 0,4 points par rencontre, et parmi les joueurs majeurs, il est clairement celui qui utilise le moins les coupes loin du ballon. En comparaison, LeBron James par exemple, qui possède un profil similaire, ou même Joel Embiid, Jason Tatum et Ja Morant scorent entre 4 et 5 fois plus sur ce genre de cut. Tout ça c'est parlant. Et si vous pensez que c'est juste parce que Luka n'est pas assez entouré, je peux être d'accord, mais ça ne fait pas tout. Prenons un autre exemple avec Paul George, qui aux Clippers, avec la blessure de Kawhi, faisait absolument tout avant sa blessure. Et bien même lui marquait 3 fois plus de points par match que le Slovène sur les cuts. Si on ajoute que la plupart des joueurs qu'on a cités sont en plus bien plus adroits que Luka sur catch and shoot, ça en fait des choses à souligner. Du coup franchement ma conclusion est simple, jusque-là, Luka Doncic, même avec des bons ball handlers à ses côtés, n'a jamais prouvé qu'il pouvait être performant off the ball. Alors je ne dis pas que ça s'améliorera jamais, hein, loin de là, de toute façon à mon avis il est un joueur trop intelligent pour stagner à ce niveau-là. Je dis juste que trouver une star à ses côtés, à placer pile dans le bon profil, ne sera pas quelque chose d'aisé. Pour le moment le Slovène a encore du mal à déléguer, et on peut le comprendre vu comment il domine. Cependant, s'il veut gagner, ce sera probablement quelque chose d'essentiel à assimiler, et son coach Jason Kidd tente actuellement de lui faire comprendre. Je vois Luka comme un jeune Picasso, c'est quelqu'un de très talentueux qui aime gagner et qui comprend comment jouer à très haut niveau. Je ne sais pas si qui que ce soit a dit à Picasso qu'il devait utiliser toutes ses couleurs, mais je veux juste lui rappeler qu'il peut s'appuyer sur tous ses coéquipiers. Ses coéquipiers sont là pour l'aider. Néanmoins, je suis très excité d'avoir l'opportunité de bosser avec un jeune Picasso dont les peintures ont été incroyables jusqu'à présent, et ne vont que s'améliorer avec le temps. Pour moi, le premier axe de progression est là, apprendre à faire confiance à ses teammates pour qu'ils puissent créer eux aussi. Je trouve qu'il y a du mieux depuis son retour de blessure, et c'est plutôt positif et important à souligner, mais il a encore pas mal de chemin à parcourir, ne le cachons pas. Parce que oui, leur laisser un peu plus longtemps la gonfle, c'est bien, mais apprendre à performer loin de la balle quand c'est le cas, c'est encore mieux. À ce jour, ce n'est pas le cas, et sans ça, quel que soit l'effectif autour de Luka, star ou non, je pense que les Mavs auront des difficultés à gagner au plus haut niveau. Et justement, on l'a dit, gagner au plus haut niveau, c'est important pour Luka, parce qu'il est un compétiteur né, qui ne pense qu'à la win. Tout ça, c'est tout à son honneur. Par contre, attention à la gestion des émotions, même si je me rends compte qu'au vu de son âge, je suis quand même sévère. Là, plus les saisons avancent dans sa carrière, et plus il a tendance à se plaindre auprès des arbitres. Il est un garçon qui peut se frustrer, pour le meilleur lorsqu'il s'énerve dans le bon sens, mais parfois aussi pour le pire. Discuter avec les refs, pourquoi pas, mais il y a des moments pour le faire, et surtout une manière de le faire. Ça s'acquiert avec l'expérience, et surtout la maturité, et là aussi je pense qu'il y a du taf. Non seulement Doncic est le joueur qui a pris le plus de fautes techniques cette saison en NBA, avec 12, mais en plus de ça, parfois il oublie de jouer, préférant parfois privilégier ses plaintes auprès des officiels. Ce n'est pas ça qui va remettre en question tout son talent, bien sûr, mais à mon avis, c'est l'un des détails qu'il faudra soigner. Les arbitres n'arrêtent généralement pas le match pour changer un coup de sifflet. Il faut comprendre qu'il y a certains moments au cours d'un match, quand ça ne joue pas, où tu peux parler aux arbitres. Quand ça joue, ce n'est pas le cas. La transition défensive est une des choses importantes sur lesquelles nous devons progresser. Quand on réclame des coups de sifflet pendant le jeu, ça nous met en danger. Après attention, hein, je ne demande pas que Luka gomme absolument toutes ses émotions et devienne un robot à la Kawhi. Ses émotions, elles le portent, elles lui permettent de surpasser, d'être clutch et d'atteindre des sommets incroyables. Le gamin prend un plaisir immense quand il joue, il se régale, il sourit, et je veux continuer à voir ça, c'est rafraîchissant. Je dis juste que là, il va au moins falloir apprendre à les maîtriser un peu mieux, ces émotions, notamment auprès des arbitres.
Certains défenseurs expérimentés ont d'ailleurs déjà compris que pour le faire sortir de son match, il suffisait de jouer dur, de lui rentrer dedans et de le pousser à bout. Bon, d'autres, comme les frères Maurice, vont bien trop loin et n'atteignent pas forcément leurs objectifs, mais attention à ça tout de même, je m'attends à ce que ça s'améliore avec l'âge. D'ailleurs, un autre secteur où c'est facile de tacler Luka Doncic, c'est au sujet de sa forme physique. Lui-même a avoué que s'il a eu tant de mal en début de saison, c'est qu'il n'était pas fit. Il n'a pas caché avoir fait des excès pendant les vacances et visuellement c'était flagrant, il avait quelques kilos en trop. Alors ok, Magic Luka n'est pas un gars qui utilise son explosivité pour briller, mais quand même il y a un minimum acceptable. Certains pensent d'ailleurs qu'il ne pourra jamais devenir l'élu en raison de ce trait de caractère. Doncic est un joueur gifté depuis son plus jeune âge, et jamais pour briller il a eu besoin de taffer sérieusement à la salle ou de transpirer. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas devenir le GOAT sans une éthique de travail irréprochable, et c'est vrai que de ce côté-là, des questions se posent concernant Luka. Maintenant attention, j'ai l'impression qu'il a capté le message, et pendant sa rééducation cette saison, avec sa blessure à la cheville, il a taffé. Depuis son retour, je le trouve particulièrement affûté, et voir les dunks qu'il a claqués par exemple face aux Sixers est plus que rassurant dans ce domaine. Même s'il faudra confirmer ça sur la durée, un petit électrochoc a peut-être eu lieu. Quand il est fit, le Slovène est un joueur encore plus dominant, et je pense qu'il en est conscient. Il doit faire l'effort de maintenir une condition physique acceptable. Mark Cuban, le proprio des Mavericks, a bien remarqué cette situation, mais dans son discours, il reste tout de même très positif. Il sait ce qu'il doit faire, et je crois qu'il a finalement compris que pour être le meilleur, il devait mieux contrôler certaines choses, comme sa condition physique. Maintenant qu'il gère mieux ça, il n'y a plus rien à faire, il devient inarrêtable. Des rapports montrent effectivement que depuis le début de la saison, il a déjà perdu près de 7 kilos, et ça se voit aussi bien dans son physique que dans son jeu. À lui donc de passer peut-être un poil moins de temps près des barbecues lors de ses prochaines vacances, même si j'avoue que c'est tentant. Parce que ouais, même si en attaque, il trouvera toujours de bons moyens de briller, malgré une condition physique qui questionne, en défense, ce ne sera peut-être pas la même. Depuis le début de sa carrière, le Slovène est critiqué, à juste titre je dirais, pour ses absences défensives. Il est le genre de gars qui, on l'a dit, donnera tout balle en main, mais sera tout de même moins focus, moins tranchant dans les autres situations, et ce des deux côtés du terrain. Là-dessus, il n'y a rien à dire de plus. En défense, pour Luka, tout semble tourner autour d'une envie et de focus, et encore plus lorsqu'il est loin du ballon. Cependant, encore une fois, depuis son retour de blessure, en plus d'être fit, il semble présenter un meilleur mood. Depuis un mois et demi, il vole plus de ballons, pose plus de contres, et surtout, il a largement amélioré son defensive rating. Sur le mois de janvier, son defensive rating était de 99, soit près de 9 points en moins encaissés en moyenne pour 100 possessions lorsqu'il est sur le terrain par rapport à sa moyenne sur la saison. Mieux encore, sur cette période-là, il a été le deuxième meilleur joueur en NBA dans ce domaine, parmi ceux qui jouent plus de 30 minutes par match, derrière Marcus Smart, une référence. Alors ok, sur cette période, il a bien profité de la meilleure défense collective des Mavs, et au mois de février, il n'a pas réussi à maintenir ses chiffres. Donc clairement, Luka Doncic n'est pas un défenseur élite, mais lorsqu'il se donne les moyens, qu'il est agressif et qu'il a envie, il est carrément capable de faire ce qu'il faut dans le secteur. À lui maintenant de trouver l'énergie et l'endurance pour faire ça tout le temps, de manière constante. Mais bref, stop la défense, et là je pense que du coup on a déjà fait un bon tour pour ce qui concerne le jeu de Luka Doncic. Il est donc temps de dresser un bilan pour essayer de répondre à notre question, est-il vraiment l'élu tant attendu? Alors résumons, et pour commencer, vous l'avez compris, même s'il n'est pas un shooter élite, ses qualités au scoring, elles, le sont. Sa science du jeu et sa polyvalence le sont également, tandis que son mental dans les moments décisifs peuvent laisser penser que oui, il est l'élu. Des joueurs capables de livrer de telles lignes de stats tout en donnant l'impression que tout est facile, définitivement ça ne court pas les rues, il n'y en a qu'un ou deux par génération. Cependant, des petites ombres au tableau, il y en a aussi, on l'a vu, même si certaines sont en progrès. Et en vrai, quand on regarde le background de ce joueur, qui a fait ses débuts pro à seulement 16 ans, je ne suis pas forcément d'accord pour dire que ça vient d'un manque d'expérience. Par contre, est-ce que ce ne serait pas lié à l'âge ou à la maturité? Peut-être bien. Bien sûr, il fait déjà partie des meilleurs joueurs NBA, mais à 22 ans, des choses, il en apprend encore, et il fait des progrès chaque année. Alors pour devenir l'élu, ce sera essentiel je pense qu'il gère mieux ses émotions, fasse plus attention à son corps, s'investisse plus en défense et surtout qu'il apprenne à faire confiance aux autres, mais je suis optimiste. Non seulement il est en bonne voie, mais en plus il a le temps encore. Là, pendant le All-Star Break, après toutes les festivités, il n'a pris qu'un seul jour de repos. Le reste du temps, il l'a passé à s'entraîner, c'est plutôt bon signe quant à sa maturité et ses ambitions, moi ça me plaît. Alors pour conclure définitivement, je dirais que pour le moment, il est trop tôt pour dire qu'à 100% Luka Doncic deviendra cet élu dont on parle tant. Cependant, au vu de son âge, de son évolution et de ce qu'il montre soir après soir sur le terrain, il pourrait le devenir très très rapidement, et on est peut-être déjà pas loin des 99% de chance. Voilà pour ce qui est de Luka Doncic, voilà pour ce qui est de ce nouveau Coast to Coast. Est-ce que ça vous a plu? Vous en pensez quoi, vous? Vous êtes d'accord avec cette analyse? Est-ce que vous pensez qu'il va devenir l'élu? Dites-moi tout ça dans la section commentaires, ça m'intéresse à fond. Sinon, je vous le rappelle, pour soutenir la chaîne et vous faire kiffer avec un maximum de matchs à NBA, à un prix record, il y a mon lien d'affiliation pour le League Pass. Scrutez la Descro, là-dedans, vous trouverez tout ce qu'il faut. Et pour finir, vous connaissez les bails, on s'abonne à la chaîne, on active la cloche pour recevoir les notifications, on lâche un maximum de pouces bleus et on rédige ses meilleurs commentaires. Big up en tout cas à tous
tous ceux qui sont restés jusque-là dans la vidéo, c'est important pour la mise en avant et le référencement sur YouTube. Et merci, merci, merci du fond du cœur à tous ceux qui continuent de soutenir sur Tipeee. Si vous voulez les rejoindre les autres, n'hésitez plus, c'est fort utile. À très vite.